Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast. Je vous encourage à liker ce podcast, à le partager, à mettre une revue sur iTunes afin de mieux faire connaître ces épisodes. Vous pouvez rejoindre la communauté de ProductiveYou sur Facebook ou Twitter. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'€1 par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. L'épisode d'aujourd'hui est un hors-série. J'en ai déjà fait un il y a quelques semaines à propos du départ en vacances. Là, je vais vous parler du sommet GTD. Donc, les 20 et 21 juin dernier, j'ai eu la chance d'assister au GTD Summit qui s'est tenu à Amsterdam. Billet en poche depuis le mois de février, j'avais hâte de me rendre à cet événement qui avait élu domicile cette année à proximité. Et ce fut 2 jours absolument fantastiques pour moi. Donc l'événement s'est passé au théâtre d'Amsterdam, qui est un lieu récent, très confortable et qui permet de changer la configuration de la salle en cours de journée. Écran circulaire derrière la scène, permettant de voir tous les documents ou les vidéos, musique, effets de lumière, vidéos de Louis Schwartzberg que je vous encourage d'ailleurs à découvrir et j'ai mis un lien dans les notes. Ces vidéos nous ont absolument enchantés. Ce sont des vidéos sur des plantes, sur la nature, sur le monde marin, qui nous étaient présentées lors des reprises des sessions. Enfin bref, c'était un cadre absolument adéquat, une organisation millimétrée, pas un couac, tout était parfait. L'animateur, en plus de David Allen, était Ben Hammersley, qui est un écrivain, reporter, spécialiste des nouvelles technologies et de leurs effets, qui est aussi l'inventeur du mot podcast et bien plus. Il a une pêche d'enfer et il nous a offert vraiment une prestation exceptionnelle. Il y avait 42 intervenants qui étaient invités à participer à ce sommet, dont les noms vous seront plus ou moins familiers. Pour en citer quelques-uns, Marshall Goldsmith, auteur du livre Triggers, Cady Coleman, une femme astronaute qui a passé des mois dans la station spatiale, Brian Robertson, l'auteur et le fondateur de Holacracy, Tony Krabs, auteur de Busy, Emily Gregory, Ove Kenneth Nielsen, qui est un musicien et un chanteur connu aussi sous le nom de Hatché. Il y avait David Covey, auteur de Trap Tales, qui est le fils de Stephen Covey, Eric Anderson, qui est le cofondateur de la société Space Adventure, Dan Peek, l'auteur de Drive, Theo Campernol, auteur de Brain Chains, et surtout un conférencier à l'amour décapant, Shishir Merota, je ne vous garantis absolument pas de la prononciation, qui est le CEO et le cofondateur de Coda, Julie Flock, qui est un médecin, Steven Coutinho, l'auteur de Breaking Rank, Don Anderson, qui fait partie de l'équipe fondatrice de GTD, Mike Williams et Mark Wallace, qui sont les auteurs de GTD for Teens, Charles Duhigg, qui est l'auteur de Power of Habits, et aussi bien d'autres comme Richard Levy, Randall Fullard, Williams Elliott, et j'en passe, et des meilleurs. Nous avions aussi une personne qui travaille dans un musée, qui est aussi un auteur et un chanteur, qui s'appelle Marco Casnar, qui nous a enchantés avec ses petites présentations de Amsterdam et des grandes figures du pays. Je vous ai mis le lien vers le site de GTD Summit afin que vous puissiez voir l'ensemble des intervenants et une petite biographie qui a été faite pour chacun d'eux. Donc les 2 journées étaient divisées en 4 blocs chacune avec une thématique pour chacun. Les interventions étaient assez courtes, entre 5 et 20 minutes, extrêmement vivantes, accompagnées de supports percutants. Vous avez pu en voir passer quelques-uns sur la page Facebook de ProductiveYou. C'était aussi très interactif avec des invitations à faire connaissance avec nos voisins, des mini-travaux de groupe pour briser la glace. Nous avons dansé, bougé, répondu à des quiz, bref, tout était fait pour nous tenir totalement engagés et attentifs. La première partie nous a amenés à réfléchir sur le lien entre notre efficacité et notre capacité à nous détendre. David Allen a ouvert le bal en encourageant à prendre le temps de respirer, de réfléchir, de prendre du recul, de ne pas nous attacher aux problèmes, mais plutôt aux projets que cela nous inspire. Il a été suivi par Marshall Goldsmith. Je vous ai mis là encore une fois les liens vers son site et je vous encourage particulièrement
à aller jeter un petit coup d'œil. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé son intervention, je vais la détailler aujourd'hui, on en détaillera d'autres, mais celle-ci plus particulièrement. Donc c'est un grand voyageur, un auteur, un conférencier, c'est une personne assez âgée, je pense qu'il a bien 70-75 ans. Il nous a parlé des questions qui font la différence et augmentent l'efficacité personnelle et créent de l'engagement. Il nous a fait réfléchir sur le fait qu'il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Si nous avons un problème que nous ne parvenons pas à résoudre depuis des années, il y a peu de chances que nous soyons subitement touchés par la grâce et que le problème se résolve d'un coup. Il est plus efficace alors de demander du support aux personnes qui peuvent nous aider, et certainement plus rapidement que de ramer seul dans son coin pendant des années. Alors Marshall Goldsmith utilise un set de questions dites actives. Il a une technique de 3 minutes, une technique qui est gratuite pour nous permettre de nous améliorer. Il a une personne qu'il appelle tous les jours pour lui poser des questions qu'il a écrites lui-même et auxquelles il répond tous les jours. Il remplit une fiche avec des notes pour chaque question, 0 s'il n'a rien fait, 1 s'il a fait quelque chose. Alors quelques exemples des questions qu'il se pose à lui. Ai-je fait quelque chose aujourd'hui pour faire avancer mes objectifs? Ai-je voulu à tout prix prouver que j'avais raison alors que cela n'avait aucun intérêt? Ai-je dit des choses encourageantes à mon conjoint, mes enfants, mes collègues? Ai-je tenu des propos qui pourraient être perçus comme négatifs? Ai-je fait de mon mieux pour être engagé dans mes activités? Ai-je fait de mon mieux pour accroître mon bonheur? Combien de temps ai-je dormi? Combien de temps ai-je passé à faire de l'exercice? Pour certaines questions, on peut se fixer des objectifs, comme par exemple dormir 7 heures, faire 10 000 pas, et si on atteint la cible, on met 1, sinon c'est 0. Le but étant de s'améliorer tous les jours et surtout de mettre en lumière les domaines dans lesquels nous ne faisons pas ou pas assez d'efforts. En répondant aux questions tous les jours, avec un système de notation, il est facile de voir à la fin de la semaine s'il y a des lignes à 0 au total, ou avec un total inférieur à 7. Une bonne façon de se prendre en main pour avancer. Marshall Goldsmith a aussi parlé de l'engagement des employés. En travaillant avec de nombreux consultants et de nombreuses entreprises qui ont mis en place tout un arsenal d'outils pour accroître le taux d'engagement avec des primes, des programmes de formation, des programmes de reconnaissance du mérite, etc., il s'est rendu compte que les taux d'engagement restaient malgré tout très bas. Mais il remarque que le principe de base de ces systèmes, c'est qu'est-ce que doit faire un employeur pour aider à ce que ses employés soient engagés? Et pas du tout qu'est-ce que l'employé pourrait faire pour s'engager lui-même. Dans cette approche, le salarié agit comme s'il avait 0% de responsabilité dans sa vie. Le débat devrait plutôt se déplacer plus au centre, avec l'employé qui se pose des questions actives visant à définir ce qu'il peut faire au quotidien pour apporter une contribution positive dans son environnement. Comme le disait John Fitzgerald Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est un peu le même principe pour l'entreprise. À salaire, programme d'engagement identique, les salariés peuvent avoir une attitude totalement différente. Et cette attitude n'est pas le produit de l'extérieur, c'est-à-dire de ce que l'entreprise propose, mais elle est celle du salarié lui-même. Le conférencier nous a fait réfléchir sur le type de questions qui sont posées aux salariés pour définir leur engagement, comme « Avez-vous des objectifs clairs ? Est-ce que vous avez un travail intéressant ? Est-ce que vous avez des amis au travail ?» Ce sont des questions dites passives. Si un salarié donne des questions négatives à des questions passives, c'est qu'il blâme son environnement. Par exemple, « Avez-vous des objectifs clairs ? Non, ils ne sont pas clairs et prêts à confusion. Avez-vous des amis au travail ? Non, ce sont tous des crétins. » À l'opposé, on peut poser des questions dites actives, commençant par « Ai-je fait de mon mieux pour ?» Avoir des objectifs clairs. Ai-je fait de mon mieux pour trouver de l'intérêt dans mon travail, pour créer des relations, être engagé dans mes activités ou être heureux? Dans ce type de questions, il n'y a personne à blâmer à part soi-même. Si nous souhaitons que les choses aillent mieux, il faut passer soi-même à l'action. Je pense que vous comprenez pourquoi cette intervention a été une de mes favorites. L'auteur a fait une étude de 2 semaines auprès de 4885 personnes. Il a envoyé un questionnaire tous les jours avec 6 questions simples commençant toutes par « Ai-je fait de mon mieux pour ?» Donc, pour ceux qui lisent le blog, j'ai mis les questions. En tout cas, j'ai fait un screenshot de ce qu'il avait mis. Donc, c'est est-ce que j'ai des objectifs? Est-ce que j'ai fait des progrès par rapport à ces objectifs? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour être heureux? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour trouver de la signification? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour créer des relations positives? Et est-ce que j'ai fait de mon mieux pour être totalement engagé? Les résultats sont plutôt probants parce que sur ces 4885 participants, 34% ont reporté une amélioration dans les 6 domaines touchés par les questions, 67% ont trouvé une amélioration sur au moins 4
questions. 91% ont trouvé une amélioration sur au moins une question. 9 ont trouvé aucune amélioration et 1 ont trouvé que c'était pire après. En prenant un exemple de la vie quotidienne des salariés, imaginons que vous deviez vous rendre dans une réunion. Vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes convié, le sujet ne vous intéresse pas plus que ça et vous anticipez déjà une réunion ennuyante. À la fin de la réunion, vous serez questionné sur 4 questions simples. Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour être heureux? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour trouver du sens? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour créer des relations positives? Est-ce que j'ai fait de mon mieux pour être engagé? Qu'est-ce que l'on ferait différemment? Sachant que vous allez devoir répondre aux questions et que vous ne voulez pas avoir un score trop mauvais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant cette réunion? La morale de cette histoire que nous avons tous vécue est que notre propre comportement peut nous punir. Si nous décidons de rester sur la première idée que c'est une réunion pénible et qu'on n'a rien à y faire, nous passerons assurément un mauvais moment. Le seul à blâmer sera nous-mêmes, pas l'organisateur ni l'entreprise. Mais si nous choisissons de nous investir dans cette réunion, alors le temps passera plus vite, nous pourrons peut-être même être un contributeur de valeur, apprendre quelque chose, voire créer des liens professionnels avec des personnes que nous ne connaissions pas ou peu. Marshall Goldschmidt nous a encouragés à écrire nos propres questions et à nous les poser tous les jours. Il n'y a personne à blâmer pour avoir posé des questions stupides puisque ce sera notre œuvre. Personne à blâmer à part nous si les résultats sont mauvais. L'exercice est simple à mettre en œuvre, mais difficile à appliquer au long cours, car il n'y a qu'une seule personne responsable de notre destin et c'est bien nous-mêmes, alors qu'il est tellement plus facile de faire porter le chapeau de nos échecs et de notre non-action aux autres. Marshall nous dit encore, imaginez que vous avez 80 ans et êtes sur le point imminent de passer l'arme à gauche. Mais on vous donne une chance de revenir en arrière et de vous laisser un message à vous-même aujourd'hui. Quel serait le conseil que votre vous, vieux et ayant acquis sagesse et expérience, vous donneriez à votre vous d'aujourd'hui? Si vous avez un rêve, allez-y, nous dit Marshall Goldsmith. On ne regrette jamais d'avoir agi et échoué en prenant des risques, mais nous regrettons toujours d'avoir échoué à prendre des risques. Comme vous le constatez, ce sommet GTD a commencé sur des sujets de fond, des sujets qui méritent une réflexion et surtout des actions. Cela m'a fait penser aux indicateurs d'effort et d'indicateurs de résultats de la méthode de 12 Week Year dont nous avons parlé. Et nous en reparlerons plus tard car j'ai rencontré une personne sur ce sommet qui est un pro de la technique et qui viendra, je l'espère, vous en parler plus en détail dans quelques mois. Alors Yannick, si tu m'écoutes, à bon entendeur. Alors évidemment, ce n'était que le préambule. Ensuite, nous avons David Covey, donc fils de Stephen Covey, qui nous a parlé des 7 pièges qui nous retiennent dans l'action. Alors il n'en a détaillé qu'un, bien évidemment. On n'avait pas toute la journée. Il a mis en évidence que toutes les entreprises poussent les employés à obtenir des résultats, créent des objectifs à atteindre et font un focus important sur les actions à prendre. Cependant, il y a des forces que nous identifions aisément qui doivent nous pousser, mais il y a aussi tout ce qui nous retient d'avancer. Et David Covey a mis en avant le fait que ces freins sont souvent moins évidents à identifier et sont souvent liés aux émotions. Comme il l'a si bien démontré, pour avancer, il faut appuyer fort sur l'accélérateur, mais il faut surtout retirer le frein. Il a créé le concept de trapologiste. J'ai été incapable de vous trouver une traduction qui ressemblait à quelque chose. Mais qui est donc une personne qui est celui qui a identifié les pièges dans la vie professionnelle et qui les évite et apprend aux autres comment les éviter. Cet apprentissage des pièges à éviter doit se faire autant que possible en tirant des leçons de ce qui est arrivé aux autres plutôt qu'en expérimentant soi-même les pièges afin de gagner du temps dans l'apprentissage. Et cet apprentissage doit nous permettre de comprendre que la résolution des problèmes ne peut pas être faite avec le même état d'esprit qu'au moment où on les a créés. Il faut avancer et ne pas craindre de faire autrement. Il a mis en avant l'un des pièges que nous sommes amenés à rencontrer qui est celui de l'ego, celui qui conduit à maintenir une façade de perfection, parce qu'on a peur de montrer un mauvais côté, parce qu'on ne veut pas sortir de notre zone de confort, ou parce qu'on a peur du jugement ou du rejet. Il a rapporté que la 3e cause de mortalité aux États-Unis était des erreurs médicales, soit de diagnostic, soit de traitement, mais que rien ne change à cause de l'ego du milieu médical. Il a mis en parallèle les outils utilisés par l'industrie aéronautique, et plus particulièrement tout ce qui est mis en œuvre en cas d'incident voire d'accident,
pour que cela ne se reproduise plus. Cependant, ces techniques ne sont pas employées dans le secteur médical pour analyser les raisons réelles des accidents ou décès en milieu hospitalier, et donc ça ne s'améliore pas. Il nous encourage à faire des essais et à sortir de la zone de confort. Son mantra, c'est « Try, fail, learn, repeat » « Essaie, échoue, apprends, répète » qui, pour lui, devrait être le mantra de toute organisation. C'est très loin d'être le cas, et surtout pas dans la mentalité française où chaque échec est durement payé et avec l'impossibilité de retester dans la plupart des cas. Or, en gardant toujours en tête que nos plus belles réalisations sont devant nous et pas derrière nous, nous pouvons maintenir un état d'esprit nous poussant à sortir de notre zone de confort et à tester de nouvelles choses. Nous avons eu un neuropsychologue appelé Mark Ticklar, qui est auteur du livre Focus, qui nous a donné quelques trucs pour améliorer l'utilisation de notre cerveau. En effet, on ne naît pas tous avec une bonne mémoire, mais on peut tous améliorer notre mémoire avec des exercices. Nous avons appris que nous utilisons en permanence 100% de la capacité de notre cerveau, même si cela nous semble incroyable. Notre cerveau fait toujours quelque chose. Si nous sommes en train de lire et que nous nous retrouvons à penser à autre chose au point de ne plus suivre notre lecture, le truc est alors d'accélérer un tout petit peu notre vitesse de lecture et aussitôt, les pensées annexes vont disparaître. Autre point important, à chaque fois que notre cerveau est interrompu en pleine tâche par un collègue, un mail, un appel téléphonique qui vient nous déranger, notre QI tombe de 10 points pendant quelques instants. C'est lié à l'attention résiduelle sur la tâche précédente, concept dont nous avons déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast. Le problème, c'est qu'un travailleur est en moyenne interrompu 240 fois par jour, par les collègues, les mails ou le téléphone, et donc à chaque fois il lui faut 1 à 2 minutes pour complètement passer d'une tâche à l'autre, soit 4 heures dans la journée. Sans compter que notre cerveau tout seul nous interrompt environ 500 fois par jour. Ensuite, nous avons parlé de comment recharger notre cerveau. Et quand on rentre chez soi après une longue journée, écouter un podcast n'est pas du tout une bonne méthode. En effet, pour se recharger et faire le tri de toutes les informations reçues, notre cerveau a besoin de se mettre en mode par défaut. Et ce mode ne peut être atteint que s'il n'y a aucune entrée d'informations nouvelles, et que notre cerveau puisse vagabonder librement. Ce qui veut dire que la plupart des breaks que nous faisons ne sont pas des pauses pour notre cerveau. La meilleure pause est d'aller marcher, sans écouteurs sur les oreilles, seul, pendant quelques minutes. Puis, nous avons eu un autre intervenant appelé Tony Crapple qui nous a expliqué comment ne pas faire les choses, not getting things done. Il expliqua qu'alors que ce qui nous entoure a presque une croissance exponentielle, la productivité, elle, ne progresse pas ou très peu. Le problème viendrait du fait que nous considérons que si nous parvenons à être plus concentrés, plus rapides, nous pourrions en faire plus. C'est une approche linéaire. Mais dans le monde digital, ce n'est pas la pensée linéaire qui prévaut. En effet, dans le monde digital, il y a des 1 et des 0, et les 1 qu'autant que les 0. Il faut peut-être changer notre approche en ne faisant pas tout, et cela de façon intentionnelle. Est-ce que ne rien faire, de prendre le temps de regarder par la fenêtre, de regarder l'herbe pousser, ne nous permettrait pas de faire plus? En effet, nous avons besoin de réfléchir, de passer en mode par défaut, pour processer toutes les informations, pour nous reconnecter avec notre créativité. D'après les études menées par l'intervenant, le fait de passer 15 minutes par jour à ne rien faire d'autre que de regarder par la fenêtre par exemple, peut augmenter notre productivité de 23%. Juste en permettant à notre cerveau de trier, classer, organiser toutes les informations collectées dans la journée. Marcher lentement est aussi une technique excellente pour faire passer notre cerveau en mode par défaut et surtout stimuler notre créativité. Là encore, c'est une marche sans écouteurs. Nous avons besoin de temps seul avec notre cerveau et notre époque est celle qui, jusque-là, passe le moins de temps seul avec son cerveau. Nous avons déjà évoqué ce sujet de l'hyperconnectivité plusieurs fois dans ce podcast. Un autre point important expliqué par ce conférencier est que l'on est généralement très performant en réunion quand on a fait un agenda précis et quand on a les compétences requises autour de la table pour traiter d'un problème connu pour lequel on connaît déjà d'une certaine façon la solution. Cependant, lorsqu'il s'agit de traiter d'une situation inédite, où il va falloir découvrir, explorer, etc., cette technique marche moins bien, et c'est encore pire quand on travaille via des conférences calls avec des personnes disséminées un peu partout, où, à peine la connexion établie, on saute à pieds joints sur le premier sujet de l'agenda. Ce qui améliore la performance des équipes, qui doivent travailler ensemble,
c'est de passer les premières minutes de ces réunions à faire connaissance, à ne pas parler boulot, mais plutôt à créer des connexions humaines. Alors les performances augmentent, les décisions prises sont plus pertinentes et contre toute attente, dans 75% des cas, les réunions sont plus courtes que prévues. Une façon d'être plus efficace est de travailler sur la sécurité psychologique au sein d'une équipe. En effet, cela permet à tous de participer plus, de se sentir plus libre, de partager ses idées, sans s'auto-censurer, en pensant que cela ne vaut pas la peine d'être partagé ou bien que son idée est débile. Si nous parvenons préalablement à la réunion à créer un lien avec les autres membres un lien qui soit personnel, qui touche nos émotions par exemple, il y a beaucoup plus de chances que nous nous sentions plus à l'aise et plus enclins à laisser s'exprimer notre créativité. En effet, des études montrent que la créativité sera meilleure de 24% parmi les équipes qui ont préalablement créé des liens émotionnels par rapport à des équipes qui n'ont créé que des liens professionnels plus superficiels. Dans notre monde qui requiert beaucoup de vitesse et d'efficacité, on nous demande aussi plus d'adaptation aux changements et surtout aux changements rapides, de suivre des transformations qui ne peuvent pas être abordées avec la même vitesse. Nous devons donc savoir nous adapter pour être rapides et efficaces et en même temps savoir prendre le temps de jouer, de discuter de tout et de rien avec nos collègues et prendre le temps de la réflexion et de ne rien faire. En fin de matinée, nous avons eu la participation de Karine Mirose, qui est une femme très active, qui nous a notamment parlé de la mise en place de la formation GTD pour des enfants en classe afin de préparer les futures générations, ainsi que des programmes qu'elle a mis en place dans certaines écoles depuis plusieurs années pour faire du support auprès des réfugiés et qui utilise la méthode GTD pour mener à bien de nombreuses missions dans sa vie. C'était un témoignage extrêmement inspirant. Comme vous pouvez le voir, notre matinée a été super riche, elle est passée extrêmement vite. Eh bien, je vous parlerai de la suite du programme dans un prochain épisode parce qu'il y a encore beaucoup à dire et à partager avec vous. Ce sera le seul épisode du mois de juillet puisque je vais partir en vacances me reposer. On se dit donc à la prochaine au mois d'août avec la suite de mes aventures au sommet GTD. D'ici là, prenez du repos, déconnectez, respirez, méditez, profitez de votre famille et on se reparle très vite. Bye bye!